Au sommaire de cette édition, 7 nouveaux partis et formations politiques adhèrent à la majorité présidentielle. À l'international, Donald Trump interdit la vente d'armes à feu aux moins de 21 ans. C'était là les grands titres, le développement à l'instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Comme je vous le disais en début de titre, 7 nouveaux partis et formations politiques adhèrent à l'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle. La signature d'adhésion a eu lieu ce matin au siège du parti au pouvoir MPP et c'était en présence de Moïse Kinda. Depuis sa création, l'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle comptait 31 membres. Aujourd'hui, le nombre passe à 38 avec les 7 nouvelles adhésions. Il s'agit des partis de l'Alliance pour la démocratie au Faso ADEFA, dirigé par Brema Ouedraogo, de l'Alliance pour la démocratie et le développement ADD, dirigé par Moussa Traoré, du Parti pour la démocratie et de la jeunesse PDG, dirigé par Ali Ouedraogo, du Parti pour la protection de l'environnement, conservation de la nature, PPE-CN, dirigé par Moussa Sidibé, du Parti des patriotes progressistes PPP, dirigé par Cyril Condé, du Parti du peuple républicain PPR, dirigé par T. François Kabouré, et enfin la Renaissance démocratique et patriotique au Faso, RDPF, dirigé par Mamadou Tamboura. Et selon les conférenciers, plusieurs autres partis et formations politiques ont déposé leurs demandes d'adhésion qui sont en examen, dont la signature des accords seront aussi pour bientôt. À l'occasion, les premiers responsables de la PMP ont donné également leur lecture sur l'état de la nation et aussi ce qui fait la une de l'actualité nationale. La PMP, analysant avec lucidité la situation nationale en relation avec un contexte international plus que jamais marqué par une nouvelle recomposition des équilibres politiques, salue la clairvoyance du président Roch-Marc Christian Kaboré qui a su, en homme d'État, mettre au devant les intérêts fondamentaux de notre peuple en privilégiant partout le compromis politique et le dialogue social. Aujourd'hui, les résultats sont visibles en termes d'acquis et de réalisation, avec la perspective de diminuer de façon significative le taux de pauvreté à l'horizon 2020. En témoigne la relance économique, avec une croissance établie à 6,5% en 2007, contre 4,3% en 2014, 3,9% en 2015, et 5,4% en 2016, et des mesures fortes en matière de santé, d'éducation, d'emploi des jeunes et des femmes, d'accès à l'eau potable, d'infrastructures et d'énergie, pour ne citer que celles-là. La PMP se réjouit de l'ouverture le 27 février 2018 du procès du putsch manqué des 16 et 17 septembre 2015, qui marque ainsi le début d'un processus visant à rendre justice à notre peuple, aux victimes et aux ayants droit, ouvrant également la voie à une réconciliation nationale véritable. La PMP se veut être un cadre de regroupement des partis et formations politiques qui soutiennent et défendent le programme du président Roch-Marc Christian Kaboré. Elle contribue activement à sa mise en œuvre et à la réussite du Plan national de développement économique et social PNDS. Dès demain, 2 mars, s'ouvrira à Ouagadougou les 5e journées cinématographiques de la femme africaine de l'image. Il faut noter que cela se tiendra du 2 au 7 au lieu du 2 au 5. Et c'était en présence de Delphine Banissi et de Dieudonné Koumsaga. La professionnelle de l'image face au défi du numérique, c'est sur ce thème que se tiendront du 2 au 5 mars prochain les 5e journées cinématographiques de la femme africaine de l'image. C'est une idée qui a pris forme depuis 2010 et se tient
tous les 2 ans en marge de la célébration de la Journée internationale de la femme. Les JCFA ont pour principal but de magnifier le rôle de la femme dans le cinéma. Les JCFA, c'est une rencontre qui met l'accent sur les rencontres professionnelles. Donc les projections, c'est à partir donc de l'après-midi, à partir de 16h à l'Institut français et au Sénasa. Mais toutes les matinées sont consacrées à des ateliers de formation, consacrées à des panels, à des conférences pour discuter de différentes questions qui peuvent aider donc à trouver des solutions pour le développement donc de l'industrie de la filière donc du cinéma et de l'audiovisuel sur le continent et quel peut être le rôle et la place de la femme professionnelle, bien entendu à côté aussi des hommes. Nous avons choisi cette année pour la 5e édition des JCFA de discuter autour de la question du numérique et la professionnelle africaine de l'image face aux défis du numérique. Donc quand on lance un tel thème, beaucoup de gens ont l'impression que c'est dépassé parce qu'aujourd'hui nous sommes dans le numérique. On ne parle plus du cinéma analogique, il n'y a plus de pellicule, c'est terminé. Donc nous sommes dans le numérique. Mais comment sommes-nous dans le numérique ici sur le continent africain? Est-ce que nous maîtrisons réellement cet outil-là au niveau de tous les maillons de la chaîne de la production cinématographique à la post-production jusqu'à la diffusion? La question de la formation se pose et même la maîtrise de l'outil numérique aujourd'hui. Parce que c'est bien de faire le film, mais au moment où on fait la démarche donc, de la production d'un film, on doit maîtriser tout l'outil numérique jusqu'à la diffusion. Selon la présidente de l'Union nationale des femmes de l'image, le numérique n'est pas en lui-même un problème. Le défi du numérique, c'est de savoir s'imprégner de ces nouvelles technologies afin de produire des films de qualité. Le numérique est à la mode aujourd'hui. Rien ne peut se faire sans le numérique. Nous avons toujours travaillé avec d'autres supports, le 16 mm, le 35 mm, la vidéo. Et le monde évolue, nous devons évoluer avec le temps. Et l'argent diminue alors que nous voulons faire des films. Et nous avons l'opportunité de faire des films avec le numérique à moindre coût. Maintenant, il nous appartient de maîtriser ce numérique-là. Savoir toute la technologie qui est autour de ce numérique-là, la qualité cinématographique qu'on peut avoir avec ce numérique-là. Et maintenant, savoir comment, parce qu'en général, en Afrique, on n'a pas les structures nécessaires. Il faut toujours aller ailleurs. Si nous travaillons à ce que nous ayons des studios ou des trucs de montage, de mixage en Afrique, ça va nous revenir moins cher encore que d'aller à l'Occident ou je sais où pour pouvoir mettre des films dans certaines conditions ou dans certains formats qui répondent aux normes cinématographiques. Donc cette réflexion-là, ça nous concerne nous les femmes parce que ce sont les JCFA, mais ça concerne aussi tous les cinéastes, même les hommes. Qu'elles soient productrices, réalisatrices, comédiennes ou autre chose dans le monde du cinéma, elles sont toutes concernées par ces journées cinématographiques de la femme africaine. Faut noter qu'à l'occasion, elles sont venues du Cameroun, du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la France, du Burkina Faso et de plusieurs autres pays afin de prendre part à cette 5e édition dont l'innovation majeure est l'ouverture au secteur privé avec la participation de Africadoc et Soudou Connexion. Au plan international, Donald Trump interdit la vente d'armes à feu aux moins de 21 ans. Suivons. Prudemment, le président américain semble vouloir aller plus loin sur les armes à feu. Devant un groupe de parlementaires républicains et démocrates convoqués pour travailler sur un projet de loi sur les armes à feu, il s'est montré prêt à relever l'âge légal de 18 à 21 ans pour acheter des armes. Je suis le plus grand partisan du second amendement. Beaucoup d'entre vous l'êtes. Je suis un grand fan de la NRA. J'ai déjeuné avec eux et je leur ai dit, il est temps. Nous devons mettre un terme à cette absurdité. Il est temps. La pression est venue des rescapés de la fusillade de Parkland. Après la mort de 14 d'entre eux et 3 professeurs il y a 15 jours, les élèves de Floride ont finalement repris les cours hier.
C'était bien d'être soutenu par tout le monde. Je suis contente que cela nous ait tous rassemblés au lieu de nous diviser. Ma professeure a pris la parole et elle a prononcé le nom de Luc dans son discours et beaucoup se sont mis à pleurer parce qu'on savait tous qu'il était parti. On essaie juste de retrouver une certaine normalité comme avant parce qu'au bout du compte, la vie doit continuer, vous savez. Plus tôt, le géant des supermarchés Walmart et une chaîne de sport ont annoncé qu'ils ne vendraient plus d'armes aux moins de 21 ans. Et comme Walmart en 2015, Dick's Sporting Goods a annoncé qu'il cessait la vente de fusils d'assaut semi-automatiques. Au Rwanda, le gouvernement tente de valoriser les travailleurs à travers un projet qui vise à lutter contre la précarité professionnelle. Suivons le reportage. Au Rwanda, 91% de la population active travaille dans le secteur informel. Parmi ces travailleurs, des salariés du secteur privé qui vivent chaque jour dans la peur de perdre leur emploi. Les retards dans le paiement des salaires, l'absence de contrats et de police d'assurance sont autant de défaillances qui rendent l'emploi incertain. C'est à mesure de lutter contre cette précarité de l'emploi que le gouvernement, par la voie du ministère de la fonction publique et du travail, et soutenu par la Fédération du secteur privé et les syndicats des travailleurs, a lancé un programme national sur le travail décent. Ce programme favorisera l'emploi productif et des emplois décents. Il améliorera l'application et la mise en œuvre des normes internationales du travail et aidera par ailleurs à poursuivre les programmes de protection sociale ciblant les groupes les plus vulnérables. Le projet étalé sur 5 ans vise aussi à éduquer les travailleurs sur leurs droits et sensibiliser les employeurs sur leurs devoirs. Pour Wellington Shibebe, directeur de l'Organisation internationale du travail en Afrique de l'Est, les résultats devraient être à la hauteur des attentes des populations rwandaises qui espèrent l'amélioration de leurs conditions de travail. À l'heure qu'il est, si, par exemple, depuis 1974, on a le SMIC qui est à 100 francs rwandais, imaginez le 100 francs à Kigali aujourd'hui, à un certain moment, des gens qui passent 3-4 mois sans être payés, parce que il y a un problème quant à ce qui est de la supervision du travail. Il n'y a pas de suivi pour voir si il est nécessaire, par exemple, de réviser une certaine loi sur le travail, ou encore s'il y a une autre mesure qui peut être faite pour que la vie des gens soit améliorée. Dans le cadre de sa stratégie septennale nationale de transformation 2017-2024, le gouvernement rwandais aimerait créer 215 000 emplois agricoles par an et 1,5 million d'ici 2024. Un projet conforme au pilier 8 des objectifs du développement durable qui préconise le travail décent et la croissance économique. En Centrafrique, 6 travailleurs humanitaires ont été assassinés dans le nord du pays. L'identité des agresseurs n'est toujours pas identifiée. Suivons le reportage. C'est encore un drame qui braque les projecteurs sur la République centrafricaine. 6 travailleurs humanitaires ont été assassinés dimanche dans le nord du pays. Les faits n'ont été confirmés qu'hier et on ne sait toujours pas l'identité des agresseurs. Un envoyé de l'UNICEF, 2 fonctionnaires du ministère de l'Éducation et 3 membres d'une ONG se rendaient à Markunda, à la frontière avec le Tchad, où s'affrontent 2 groupes armés rivaux. Ils ont été tués d'une balle dans la tête et le véhicule de l'UNICEF a été brûlé. Le Fonds de l'ONU pour l'enfance s'est dit triste et choqué par cet acte brutal et insensé. La Centrafrique est l'un des pays les plus pauvres au monde, dans lequel l'État ne contrôle qu'une maigre partie du territoire. Cela complique la tâche des humanitaires. 13 d'entre eux ont été tués l'an dernier. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe de Canal Vim se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée.